Hello, everyone. Well, I will make my presentation in French because I know that we have good translation here. First of all, I'm very impressed to be here with you, all of you. And it's an honor for me to be part of this project. And I hope that the words, it's okay? Je parle juste en anglais là, après je parle en français. Hein, parce que sorry, I will speak a few words in English and after I wish I could talk, you want to talk Pitsin or Bislama, but fair enough, I was colonized by French. So I'm apologize for all the elders, all the teachers, all the Oceanian people, all the people who come from overseas, to being here and share with us all these words, gatherings, thoughts that you may have experienced from your country and bring back here to our home. And that's why I'm very impressed, in fact, because I'm not from university. I'm still a bushman. So it's a strange world for me. Voilà. Je vais parler de ce pourquoi on m'a demandé d'intervenir. C'est d'exposer un petit peu le cadre dans lequel... c'est bon, la traduction? Ah oui, ok. C'est un peu le cadre dans lequel je suis responsable d'un département qui s'appelle Patrimoine et Recherche au sein du Centre culturel Chibao, qui s'occupe de la tradition orale, la collecte de la tradition orale. Et donc j'interviens à ce titre-là et les analyses que je vais faire, elles sont directement issues des expérimentations que mon département a menées au regard des programmes de recherche que nous menons avec les autorités coutumières et puis au regard aussi des différents partenariats menés avec les organismes de recherche, qu'ils soient à l'université ou bien dans d'autres structures type IRD ou d'autres universités d'Europe. Donc le titre, c'est l'apport, je ne sais pas si c'est un bon mot, mais l'apport, c'est quoi la contribution Kanak au développement durable. Moi, quand j'ai mis ce titre-là, c'est à la proposition de Françoise Kérol et puis de l'équipe qui sont venus me chercher. Il y a deux éléments qui me posent question, qui m'interrogent. C'est la présence de ces concepts que l'on accole et qui indique qu'aujourd'hui, on est dans une phase où il y a de nouvelles stratégies qui sont mises en place pour accompagner une nouvelle démarche, une nouvelle stratégie autour du développement qui prennent en compte des réalités, je ne vais pas dire réalités simplement locales, mais réalités insulaires pour bien marquer aussi le fait que ce questionnement-là, il se pose aussi dans des termes qui sont d'autant plus accrus pour nous, parce qu'à l'échelle de nos îles, c'est l'ensemble du questionnement de la planète qui se pose, autant sur le développement durable que sur le réchauffement climatique, sur toutes les problématiques qui sont rattachées aussi au nouveau mécanisme de l'économie. Donc le regard insulaire sur le développement durable, c'est une notion aussi qui est relativement récente, ici en Nouvelle-Calédonie. Alors je pense que les pays du Pacifique et puis peut-être certainement d'Afrique
d'Amérique du Sud et puis d'Asie se sont posés aussi les mêmes questions, dans la mesure où il y a jusqu'à près de 50 ans, les autochtones, les Kanaks, les indigènes, ils n'étaient présents que de manière passive dans ils ne participaient pas directement aux stratégies, aux orientations qui étaient définies autour non seulement du développement économique, mais aussi du mécanisme qui est mis en place pour comment dire, apprendre déjà, intérioriser et de manière inconsciente dans les écoles tous ces mécanismes-là. Donc c'est aussi dans ces termes-là que la question elle se pose pour nous, parce que dans la mesure où on est un peuple qui est millénaire, et puis au bout de 200 ans de colonisation, d'exploitation de nos ressources, comment dire, on a été moulé dans une matrice qui est le modèle éducatif occidental. On nous demande de réfléchir sur quelles sont nos références. Et la question, elle est un petit peu problématique pour nous parce que maintenant, les références de la France, c'est aussi nos références. Et les références de l'Occident, des USA, comme de Hawaï ici, ou même celles qui sont dispensées dans l'ensemble des universités, USP à Fidji, à Hawaï, et puis certainement à Taïwan, dans le Vietnam, partout, à Cambridge, à Harvard. Ce sont des nouvelles références qu'on a intériorisées, mais pour lesquelles une grande partie de nos élites, si on peut dire ce mot-là, n'ont pas réussi à faire la bascule. À faire la bascule dans le sens où on déconstruit les modèles pour construire de nouveaux modèles qui interrogent aussi de nouveaux rapports avec cet environnement dans lequel on a été coulé, quoi. On a été moulé depuis la nuit des temps. Et puis, c'est aussi un nouveau rapport avec la nature. Donc, on pose la question de la pertinence de ce modèle aujourd'hui, parce que c'est le modèle qu'on nous a vendu comme le seul légitime pour accéder à une idéologie qui était celle de dire que par ce modèle-là, on pouvait accéder au bien-être pour tout le monde, la démocratie, le confort, et puis une accession peut-être aussi au paradis, quoi. Parce que la prière, elle est aussi partie prenante de ce modèle-là. Et donc c'est en ces termes-là que j'étais un peu gêné quand on m'a demandé de présenter, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que moi je vais aller dire autour de cette réflexion, dans la mesure où on est aussi en Nouvelle-Calédonie et il y a un processus qui est un processus d'émancipation, d'autonomie dans lequel on s'engage. Et nous-mêmes, on est poussés à nos propres limites et à nos propres contradictions, parce que l'Occident, maintenant, ils reviennent vers nous pour nous dire il faut aller chercher les plantes, il faut aller chercher les principes de médiation que vous avez dans les chefferies, avec les vieux, avec les conseils des anciens. Et puis c'est ça qu'il faut amender. J'ai vu dans le programme qu'il y avait aussi beaucoup d'éléments qui interrogeaient la notion du modèle éducatif, du modèle d'éducation. Et c'est là où je dis que c'est un peu schizophrène comme démarche, parce que nous, on est colonisés, c'est nous les colonisés. Et on nous demande de réfléchir maintenant pour trouver une solution au problème de l'Occident, que l'Occident a amené ici. C'est ça la difficulté, quoi. Je peux dire une parole qui est celle des vieux qui vont répondre à des problématiques qui sont celles de la coutume.
qui sont celles peut-être un petit peu du réchauffement climatique, parce qu'on va sauter sur un caillou qui n'est pas immergé, qui n'est pas encore noyé, jusqu'au jour où il n'y aura plus de terre immergée. Mais là où je pense que la place de nos sociétés insulaires, elles peuvent participer dans la réflexion, c'est justement de transformer ces mécanismes-là qui étaient rattachés au modèle d'expansion économique et puis aussi de domination coloniale, hein, parce que c'est un mot aussi qu'il faut dire, où on est arrivé aux limites parce que, voilà, capitalisme et puis ses dérives, on a pensé aussi que l'après-développement, c'était une opportunité, c'était un risque, mais qui est devenu par défaut une opportunité pour nous, parce que c'est la voie dans laquelle on est engagés tous ensemble aujourd'hui et puis pour laquelle il faut trouver des nouvelles sources d'inspiration. Donc c'est là où je place le propos autour du schéma dans lequel les sociétés traditionnelles elles se sont projetées et qui sont, je pense, hein, c'est la meilleure solution pour nous, c'était à chaque fois de s'appuyer sur ce qu'on connaît, nous. Le futur, on ne connaît pas, mais le passé, on connaît. Et dans les mécanismes qui nous ont portés jusqu'à aujourd'hui, on fait de nous des hommes qui appréhendent un rapport particulier à l'accomplissement. Je dis accomplissement pour le placer aussi en termes au rapport avec les stratégies de développement. Accomplissement des hommes, pour moi, ça passe, c'est plus important, c'est celui qui est avant le développement durable. Parce que ici, la manière dont on interroge ce rapport-là, c'est celui d'appréhender l'individu comme totalement imbriqué dans les relations entre les communautés d'une part, mais également entre l'homme et la nature. Donc c'est à ce paradigme-là vers lequel on se tourne aujourd'hui, parce que on cherche on se rend de plus en plus compte que le modèle économique il est maintenu, mais on l'a vu il y a 5 ans, il y a 10 ans encore avec les subprimes, que c'est un modèle qui est un peu aléatoire. Et peut-être une anecdote, je me souviens de le moment où il y avait cette crise aux États-Unis, on voyait beaucoup de reportages à la télévision, et puis nous on est Français, donc nous on ne connaît pas les fonds de retraite, les fonds de pension, on ne connaît pas comment ça fonctionne. Donc il y avait beaucoup d'émissions qui expliquaient ces schémas-là par ce qui était beaucoup perçu chez nous, c'était le choc de voir des familles démunies, rejetées parce qu'elles ont perdu leur maison, leur emploi, et puis elles se retrouvaient sans domicile. Un jour, je suis parti à la tribu, et puis j'ai été voir un vieux là-haut. On discute, on boit des cafés, on mange. Et puis lui, il regardait la télévision, ces émissions-là, et il disait mais tu vois, les Blancs, ils sont perdus, ils sont fous, parce que ils ont investi dans les banques. Et puis c'est ça qui a causé leur perte. Et nous, la chance que nous on a dans le Pacifique ou ici en Calédonie, c'est qu'on a investi dans la terre et puis dans les hommes. Par la coutume, parce que c'est ce qui fait que l'on arrive à se parler, à échanger, et puis aussi dans la terre, parce que c'est ce qui nous soigne. C'est notre origine et puis notre fin. Donc c'est vers ça aussi que l'on tend aujourd'hui, parce que de plus en plus, on voit arriver ce questionnement-là, non seulement sur le réchauffement climatique, non seulement sur les nouvelles stratégies de développement durable,
Mais c'est vers les indigènes qu'on se tourne. Parce que la ressource, le rapport à la nature, l'intégration aussi de nouveaux modèles de développement, c'est quelque chose qu'il faut appréhender avec un regard nouveau. Et pour nous, la nature, comme l'autre, l'individu, c'est un capital qu'il faut entretenir, mais qui est une source d'enrichissement, quoi. Non seulement personnel, mais aussi qui permet de générer du profit. Parce que le patrimoine, la culture, c'est vrai, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la philosophie, qui est de l'ordre du bien-être, quelque chose qu'on ne peut pas, évaluer. Mais chez nous, c'est un élément qui est primordial. Et c'est plutôt dans ce contexte-là que nous, on s'inscrit aujourd'hui avec peut-être beaucoup de difficultés parce qu'on n'a pas les mécanismes aussi pour dire ce modèle-là autrement que celui que nos anciens nous ont donné. Et ces excès-là qui étaient rattachés à cet ancien monde, je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'ouvrir de nouveaux cycles où on interroge des rapports nouveaux avec la nature et la culture comme ressources, nouvelles ressources qui produit non seulement du bien-être, mais qui permet aux hommes de s'accomplir. Et pour ce propos-là, enfin voilà, c'est pas simplement moi qui le dis, hein, mais on voit apparaître de plus en plus le biomimétisme, la protection des espèces marines, le lien entre biodiversité et puis biomimétisme. C'est aussi et puis l'ensemble des mécanismes aussi qui sont liés au dispositif de recherche en Océanie et puis partout dans les sociétés insulaires. Ce sont des mécanismes qui se développent d'autant plus que si on parle de biodiversité, par exemple, ici en Nouvelle-Calédonie, c'est 70% des espèces qui sont endémiques. Ça veut dire que potentiellement, il y a 70% des applications thérapeutiques que les vieux ils ont développées chez nous qui n'existent pas ailleurs. Les molécules, c'est ici. Et on se place aussi dans cette stratégie-là dans la mesure où la ressource n'est plus simplement l'exploitation de la matière brute, de la matière, qu'on va épuiser, quoi. Mais on se place plutôt dans un modèle économique où on va valoriser non seulement la transformation du produit, mais également le partage de la connaissance. Donc c'est en ça que peut-être on est en train de se tourner aujourd'hui, dans la mesure où, enfin je le dis parce que c'est ce que les vieux ils disent, hein, quand on va travailler avec eux autour de la collecte des traditions orales, ils disent le savoir c'est une chance, le savoir c'est une arme surtout, qu'il faut exploiter, qu'il faut partager, parce que si je pars avec, mais les 2000 ans d'expérimentation, ils tombent dans l'oubli, quoi. Et donc c'est aussi vers ça que la question elle se pose pour nous, les sociétés insulaires, c'est dans quelle mesure on intègre ces modalités qui sont rattachées au respect d'une parole, dans la mesure où le profit va se faire que pour certaines personnes, quoi. Je pense qu'il y a les grands laboratoires pharmaceutiques, mais je pense à beaucoup d'autres mécanismes, hein, où on puise dans la nature de la ressource, mais il y a très peu de plus-value de valeur ajoutée qui est laissée pour les gens de l'endroit. Et c'est pour ça que ça nous pose beaucoup d'interrogations parce qu'on a trop longtemps été exploité, et puis aujourd'hui, on estime qu'il faut avoir une économie plus juste, instaurer de nouveaux rapports, de nouveaux dialogues entre les mécanismes du pouvoir, l'organisation politique, et puis ceux qui sont les dépositaires, ceux qui ont vocation à partager cette ressource qui n'est pas simplement la ressource des Kanaks ici en Calédonie,
mais qui est la ressource de tous les hommes de la terre, quoi. Donc c'est un petit peu dans ce paradigme-là, dans ces paradoxes-là que nous on se retrouve aujourd'hui, parce que on n'a pas... Si on se trouve du côté des vieux, les vieux ils vont dire il faut donner, il faut partager, il faut apprendre. Et puis lorsqu'on se trouve dans les écoles qui sont formatées par l'Occident, les modèles qu'on nous propose, ils ne correspondent pas à nos valeurs. Ils font de nous des étrangers. Donc peut-être que le chemin, il est à faire de part et d'autre, mais c'est aussi faire le deuil de ce qui a été la société qui nous a portés jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Le fait que je parle français et puis que beaucoup parlent anglais, c'est pas... J'aurais préféré parler ma langue et puis que les traducteurs ils traduisent dans vos langues. Parce que ça passe déjà par cette dimension-là, qui est la dimension des hommes, hein, en premier lieu. C'est pour ça que ce rapport-là, il s'inscrit d'abord, pour moi, à mon sens, en tant que les éléments qui permettent aux hommes d'être des hommes debout. C'est le nom de Vanuatu, c'est le nom que beaucoup de pays se sont donnés. En Afrique, ils ont dit Burkina Faso, pays des hommes intègres. Voilà, nous c'est un petit peu ces stratégies-là qui sont nées après les grands élans qui sont nés de Marx, du communisme, du système capitaliste, et puis pour lequel aujourd'hui on est en train de tenter de mettre en place des nouvelles stratégies. À mon niveau, je vais répondre peut-être au niveau du centre culturel Chibao, parce que pour rester dans les propositions très concrètes, hein, ce que nous on met en place sur le terrain pour allier développement durable, éducation, et puis respect de la nature et aussi business, c'est que les programmes de recherche que l'on mène, ils sont déterminés par les autorités coutumières. On a ce même type de réseau là au Vanuatu avec les fieldworkers, au Vanuatu Cultural Center. Et une fois qu'on a fait les enquêtes, on travaille avec les communautés pour déterminer quelle thématique, sur quel volet ils orientent leur stratégie de développement. Et ce pourquoi nous, on les accompagne, on amène des moyens, on réalise des petits supports pédagogiques, on fait des petits panneaux, on organise des résidences à dans les quartiers, en prison et puis en tribu, pour permettre aux gens de se réapproprier un savoir qui est devant eux, mais que les modèles éducatifs ou le système, il met les mains pour qu'on ne voit pas. La ressource, pour nous, elle est là déjà. Donc, dans les résidences que l'on met en place en tribu et puis dans les quartiers, ici, juste là au Camp Est, c'est d'asseoir non seulement des volets qui sont rattachés à la transmission des savoirs, qui se déclinent sous différents supports, hein. Il y a des films, il y a des ateliers théoriques, et puis des ateliers pratiques. Et sur une semaine, on arrive à faire chanter des gens qui ne savent pas chanter, on arrive à faire des monnaies traditionnelles, on arrive à faire danser des jeunes qui sont inhibés, qui habitent dans des quartiers, et puis qui se découvrent, et puis qui sont fiers de qui ils sont. Et ça s'adresse non seulement aux Kanaks, mais ça s'adresse à l'ensemble des citoyens de notre pays, parce que la culture kanak, ce n'est pas une question kanak, c'est une question simplement des gens d'ici, quoi. Et comme la culture française, ce n'est pas simplement la culture de la France, hein, c'est la culture de tous ceux qui s'intéressent à la culture humaine, aux sociétés humaines. Donc c'est ce type de propositions que nous, on a tenté de mener depuis près de 5 ans et pour lesquelles on commence à avoir des fruits, parce que une fois que ça a été capitalisé, les gens ils ont compris comment ça fonctionne, ils sont capables de mettre en place des petites structures sur le terrain pour diffuser, non seulement diffuser les savoirs, mais mener des petites stratégies d'accueil en tribu qui leur permettent de générer des petits revenus. On a intégré par exemple aussi le réseau Slow Food,
sur le bien manger, les nourritures de quelle manière on valorise les nourritures du terroir. Et il y a plein de pays qui sont déjà engagés dans ces stratégies-là, mais quand on a commencé à le réfléchir ici pour le mettre en place en Calédonie, c'était quelque chose qui n'était pas trop, comment on va dire, évident à mettre en place auprès des chefs cuisiniers ici. Parce que, voilà, ici, quand on vient en Calédonie, les gens ils disent que c'est la France dans le Pacifique. Bon, voilà, ça fait 22 000 pour venir manger du foie gras, ou c'est pas trop ça, quoi. Donc, c'est plutôt sur quelle stratégie on valorise un nouveau rapport pour construire une identité qui est celle d'être des hommes debout, d'être des hommes qui appréhendent autant leur culture occidentale que leur culture de société insulaire. Voilà, l'enjeu pour nous, il est vital parce que nous enfin voilà, les sociétés insulaires, nous, on a l'habitude de sauter sur un bateau dès qu'il y a le cyclone, ou on est des sociétés qui sont habituées à s'adapter. Après, la difficulté dans laquelle on est pris aujourd'hui, c'est que les transformations, elles se font vraiment, vraiment de manière accélérée. Et les réponses que la société, elle produit, parfois, elles sont trop lentes. Je dis ça parce que maintenant, on est à l'ère du multimédia. On a Google Earth, on a Yahoo, on a Twitter, Facebook. Mais déjà, une fois qu'on a maîtrisé et capitalisé ces outils-là, on a vu déjà, par exemple, sur Marais, des familles qui créent leur compte Facebook en intégrant des chants traditionnels, en intégrant des techniques de pharmacopée, et puis qui ferment uniquement l'accès à ce savoir, enfin, qui l'ouvrent uniquement à leur clan. Donc c'est des stratégies qui sont mises en place de manière très empirique, mais pour lequel on a tout de suite expérimenté un premier, comment dire, oui, ça marche, quoi, succès. Parce que c'est aussi par l'expérimentation que l'on apprend, quoi. Donc voilà voilà mon propos, il ne va pas être plus que celui-là, celui de faire un peu un état de ce qui est fait aujourd'hui. C'est un champ de compétences qui est vaste parce qu'il recoupe différents domaines, tant celui de l'éducation que celui du modèle économique que l'on promeut pour notre société. Et c'est intéressant la recherche pour ça. Mais nous, les vieux, ils disent que quand on dit une parole, après, il faut l'expérimenter pour la valider, pour la vérifier. Donc, c'est par l'expérimentation, véritablement, que l'on peut estimer si un projet, il tient la route. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait par la mise en place de ces résidences culturelles, artistiques, mais avec à chaque fois la stratégie que l'économie, le fait d'être partie intégrante du modèle économique, ça nous permettait justement d'asseoir la transmission des valeurs, la transmission des savoirs. Et c'est aussi ça a aussi été valorisé aujourd'hui du fait que la Nouvelle-Calédonie a adopté un nouveau projet éducatif qui prend en compte les réalités de notre culture, de nos savoirs. Alors, ce n'est pas la panacée, mais je pense qu'à tous les niveaux, à partir du moment où on est parent, où on est des hommes debout, il faut s'interroger sur ce rapport à la transmission des savoirs, sur ce rapport aussi à l'apprentissage de ce qui est nos premières ressources. Ce n'est pas dans les universités. Pour nous, nos premières bibliothèques, c'est la nature. C'est les arbres, et puis c'est les vieux. Les vieux qui ont appris à lire la nature.
Bon, là, on a beaucoup de forêts qui sont brûlées maintenant, ici, partout. Je ne sais pas dans les autres îles du Pacifique, mais c'est bien le signe qu'il y a un problème. Qu'il y a un problème. Et le projet de société que l'on porte, parfois, il nous met tellement en contradiction que beaucoup des sociétés insulaires préfèrent abandonner. Et puis, il y a plein d'indicateurs qui marquent que la société, elle va mal. Et bon, peut-être c'est une phase transitoire, mais le suicide, les conduites addictives, l'alcoolisme, les accidents de la route, voilà. C'est quelque chose que je pense qui fait réfléchir sur le projet de société que l'on porte. Est-ce qu'il est viable? Est-ce qu'on a notre part de responsabilité? Elle doit être aussi de se dire à un moment donné, il faut remettre en cause. On ne peut pas non plus mettre des pansements sur des jambes de bois. Donc l'état de la réflexion, voilà, pour nous, c'est ça. C'est ça. On est encore en discussion. Autant avec notre gouvernement ici, pour des projets de loi de pays sur la protection des savoirs traditionnels, parce que derrière ça, il y a aussi tout le volet dont je parlais tout à l'heure, le fait de parler de la nature comme source c'est renouvelable, hein. C'est une ressource renouvelable qui est sans fond, comme la connaissance. Parce qu'à partir du moment où on la partage, moi, avec les deux mamans là qui sont là, les deux femmes, deux chercheurs, mais je partageais ma connaissance. Les deux, ils ont leur connaissance. On fait une seule connaissance, ça donne une nouvelle connaissance encore. Et c'est un petit peu les stratégies que les vieux, ils ont mis en place pour nous apprendre. On dit, il y a une expression là chez moi à Yingen, on dit on est mis canfalik. Canfalik, c'est des boutures de paroles. Que chaque fois qu'on échange, chaque fois que l'on fait la coutume, chaque fois qu'on va au champ, il y a des paroles qui sortent et puis que l'on se donne les uns aux autres. Et puis, même si on ne se voit pas tous les jours, on espère bien que les boutures que vous avez eues durant ce séminaire et puis celles que j'ai tenté de vous donner là un petit peu aujourd'hui, vous allez me faire mûrir. Et puis les actes du colloque aussi, ils vont permettre justement de, je pense, susciter une nouvelle réflexion. Voilà, moi je ne vais pas dire plus, mais sinon, dire que là, notre réflexion, elle est arrivée à ce niveau-là. Maintenant, il faut se lever et puis aller au-devant de ceux qui se posent les questions. Si on a parlé du pillage de la ressource, maintenant on s'est rendu compte des méfaits au regard de l'environnement, au regard aussi où nos vieux, ils ont été un petit peu spoliés de leurs terres ou utilisés dans les modèles économiques. Maintenant, il faut transformer ces rapports-là pour faire le deuil de ces modèles économiques-là, ces modèles de société, pour en proposer d'autres. Voilà, peut-être c'est sur ces mots-là que je vais conclure ma présentation, en m'excusant encore si je parle français devant vous. Voilà, merci. Non, c'est bon. Oui, c'est vous. Je ne sais pas si c'était clair ou quoi, le truc, non? Oui? Ah, bon. Parce que moi, je parle après. So we have 15 minutes for questions, if you want. Bonjour. Oui, bonjour.
Moi, ce serait juste pour 2 précisions. Donc, vous avez dit qu'au niveau du réchauffement climatique et du développement durable, c'était essentiellement, enfin, vous avez dit des problèmes occidentaux. Du coup, je voulais savoir, est-ce que ça voulait dire que l'impact de la Nouvelle-Calédonie est négligeable dans le monde, ou comment est-ce que vous abordez la chose? Et une deuxième, je comprends pas l'intérêt de faire chanter des prisonniers. Comment ça peut aider à ces problématiques de développement durable et de réchauffement climatique? Voilà. Il faut aller dans les prisons pour voir. L'idée d'intervenir dans les prisons, l'idée de parler, si la question c'est de savoir, le développement durable c'est pour tout le monde, d'accord? Le développement durable c'est un principe qui valorise en fait le fait que l'on produit dans une société, pour une société qui est équilibrée, qui est juste, pour laquelle on a besoin d'inscrire des références. Le fait d'intervenir dans les prisons, les prisonniers, ils sont pareils que les autres. Hein. Ils sont pareils que les autres. Peut-être il y a des crimes, peut-être il y a des délits, mais le fait d'intervenir dans les prisons, c'est aussi faire participer les prisonniers à la réflexion, les intégrer dans la société. Le fait d'être coupé du monde, ça ne doit pas nous faire oublier qu'ils font partie du même monde que nous. Et on n'intervient pas pour faire chanter les prisonniers. On intervient pour préparer Moi, j'ai oublié de préciser, j'interviens dans le quartier des mineurs. Des mineurs, voilà. Parce qu'ils sortent après. Mais l'idée, c'est de se dire, s'ils sont arrivés là-bas, ils vont ressortir après. Et dans quelle mesure, après, la culture, elle peut conforter ou participer à la construction des hommes. C'est en ce sens-là que s'inscrivent nos interventions. Je n'ai pas compris la première question, pardon. Si on peut répéter, pardon. Allô? Oui. Juste en commençant la présentation, vous avez dit que les problématiques de réchauffement climatique et de développement durable étaient essentiellement des problèmes occidentaux. Et c'est là-dessus où j'ai un... Alors soit je suis pas sûr de comprendre la façon dont vous formulez ou l'aboutissement, mais qu'est-ce que ça veut dire au final? Est-ce que vous parlez d'impact? Est-ce que vous parlez d'apport? Voilà. Qu'est-ce que vous entendez par problèmes occidentaux? Le réchauffement climatique, le développement durable, ces autres axes? Voilà. Merci pour la question. Mon propos dans l'introduction, c'était d'expliquer le fait qu'on vient nous poser la question à nous du réchauffement climatique, du développement économique ou développement durable, alors que nos sociétés, n'inscrivent pas ces éléments comme participants on est contraint de se positionner parce qu'il y a les phénomènes climatiques généraux, on est inclus dans le monde, quoi. Et puis, on est obligé de se poser... Mais nous, à aucun moment, on a participé à la révolution industrielle. À aucun moment, on a participé à la production de carbone ou je ne sais pas. La question, elle nous est posée maintenant de trouver des réponses à un modèle qui est proposé par l'Occident. Je ne dis pas qu'il ne faut pas proposer, je dis que c'est simplement un constat. Et puis pour lequel nous maintenant on vient en amenant les choses que nos vieux ils ont pensé. Moi j'ai pas d'autre prétention que de dire ça, de dire que c'est c'est par l'échange que la réflexion elle se nourrit. Plus on a de participants au débat qui viennent d'horizons différents, plus les solutions elles sont... Oui, c'est exponentiel, la ressource que l'on peut disposer. Et c'est pourquoi j'ai dit ça en introduction, c'est parce que le mot kanak, là, ça date des années 80. Avant, c'était une insulte, maintenant, c'est passé dans le langage courant. Mais avant, c'était indigène, avant, c'est mélanésien, puis c'était une insulte. Le développement économique, nous, on n'a jamais été partie prenante du truc. C'est juste dans les années 80, une fois qu'on a mis en place une nouvelle fiscalité, que les retombées du nickel, elles ont été redistribuées pour les routes de notre pays, pour les infrastructures, pour les équipements. Voilà. C'est pour ça que je posais un petit peu ce truc au départ, pour expliquer que
l'histoire du développement économique. Maintenant, on est obligé d'y prendre part, mais au départ, on n'y a pas été associé. Je ne sais pas si c'est bon. Ah oui. Merci beaucoup pour les mots. Je suis de Nouvelle-Zélande, Oui. but now I parle anglais. Thank you very much. What I enjoy about such occasions is that you take away a metaphor. And I will take away a metaphor from your talk, which that was the notion of a cutting. And I thought, here we are in this world where we are giving things, we are taking things. But if we take a cutting from a beautiful plant and we give it to someone else, then they will grow a new plant and they will give a cutting to someone else. And then some clever person will produce a hybrid where they will take the most beautiful parts of different plants and put them together, and out of that will spring hope. So I wanted to thank you for the metaphor. C'est pas moi qu'il faut remercier, c'est les vieux. Moi, je suis... Emmanuel, oui, ça marche. J'ai juste une petite question pour aller juste un petit peu plus loin. Dans ces questions de responsabilité, on comprend bien que l'Occident a placé le monde entier dans une situation et maintenant demande à chacun de participer pour faire quelque chose parce que effectivement les moyens manquent. Mais il y a un concept particulier, un concept occidental. Je voulais savoir ce qu'en pensait le centre et s'il y avait quelque chose autour de ça. En fait, dans la plupart des mouvements ou dans la plupart des associations qui depuis des années demandent aux sociétés océaniennes comment ils pourraient pas participer au fait de, non pas d'un retour en arrière, mais de travailler sur ces questions climatiques, souvent on parle de la résilience des sociétés océaniennes. C'est vraiment le concept, comme si l'Occident, pour aller très très vite, mais l'Occident lui-même ne pouvait pas penser autrement la résilience qu'en passant par les sociétés océaniennes. Et donc, je voulais juste savoir si ce concept avait de la chair, avait quelque chose à ce niveau-là, ou si là encore, on était encore dans un discours qui était un discours d'une certaine manière creux. Merci. Bon. Sur l'utilisation du terme résilience, moi je dirais que pour les sociétés traditionnelles, c'est normal, quoi. C'est normal. Après, c'est du langage, hein. C'est des représentations que l'on met au travers de mots, de concepts. Et après, ce qu'il faut bien se dire, c'est quels en sont les contours. Parce que résilience, chez moi, à Yengen, c'est pas résilience à Lifou ou à Marais. Et c'est pour ça que je pense que c'est aussi dans la difficulté, c'est que l'histoire, elle est encore fraîche, hein, et que si nos pays ont été pillés, aujourd'hui, on a le fait qu'on veut nous préparer une place et puis on nous dise asseyez-vous, vous avez votre place en tant que partenaire. Beaucoup de nos sociétés, elles y vont un peu, oui, je ne vais pas dire à contre-cœur, mais avec beaucoup pas de méfiance ou peut-être de défiance. Parce que, voilà, il y a 200 ans d'histoire derrière pour nous, mais il y a beaucoup plus chez les Indiens en Amérique, il y a beaucoup plus... Et il y a beaucoup de concepts pour lesquels la culture kanak, elle participe directement au projet de société calédonien. Et puis rien que les accords politiques, hein, de Matignon ou d'Inon,
les Russes sont venus regarder les modèles là-bas par rapport aux problèmes qu'ils rencontrent avec l'Ukraine. Mais c'est pareil pour la pharmacopée, c'est pareil pour les processus de médiation, où on se pose la question de se dire dans les sociétés ici, à Nouméa ou même en Brousse, comment ça se fait que les sociétés où il y a des entrepreneurs kanaks, il y a très peu de grèves? Comment ça se fait que les sociétés où il y a des chefs de service océaniens, il y a très peu de conflits sociaux? Mais parce que les gens, ils s'appuient sur leur culture pour trouver des formes dans lesquelles on peut dialoguer. C'est juste... après, c'est sur ces modalités-là qu'il faut réfléchir, parce qu'à partir du moment où les solutions, elles sont des solutions qui ont été éprouvées par 2000 ans d'expérience pour nous ici, pour nous, c'est celle-là qu'on va choisir. Hein. On va choisir celle-là. Après, de trouver de nous permettre de faire la bascule et que ça trouve un écho au niveau réglementaire, au niveau du droit du travail, ou par exemple pour la pharmacopée au niveau du commerce, par exemple, il y a encore un pas à faire. Parce que résilience, c'est bien, c'est intéressant comme concept, mais après, il faut mettre des contenus. Et c'est pour ça que c'est important ce type d'espace-là, parce que au final, c'est les seuls moments où on arrive plus ou moins à être dans du concret. Après, il faut aller sur des cas pratiques, mais je pense que c'est déjà de trouver un cadre. Et puis après, se rapprocher des collectivités, les provinces, les communes, et puis travailler de concert avec la société civile. Hein, mais résilience vue par le haut comme ça, hein, quelque chose qui nous vient un peu comme un... Non, mais c'est de la résilience que vous faites. Ouh, je sais pas, peut-être. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Dans votre propos, vous avez dit qu'il fallait valoriser le savoir et dans ce cas-là, mettre en place des stratégies pédagogiques et éducatives pour transmettre les connaissances. Est-ce que ça veut dire pour vous que le système éducatif actuel ne correspond pas à la société kanak? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous, en tant que futurs professeurs, comment on pourrait justement s'adapter à cette société kanak en modifiant notre système éducatif? Je pense pas que c'est dans... Pardon, je pense pas que c'est dans ces termes-là que ça se pose. Hein. C'est plutôt quels sont les apports potentiels que l'on peut intégrer. Mais la culture kanak, c'est pour faire des kanaks. D'accord? L'école calédonienne, c'est pour faire des enfants calédoniens. Quand je dis la manière d'apprendre chez nous, il y a dire, faire, et puis transversalité. Nous, moi, je dis, parce que j'ai jamais vu chez nous quelqu'un qui reste assis toute une journée à écouter un seul type qui parle pour apprendre quelque chose. Moi, je dis simplement un truc de base. Hein. Moi, je ne connais pas les systèmes comme ça, sauf l'école. Pour apprendre la coutume, pour apprendre à faire la pêche, pour apprendre à planter des ignames, pour apprendre à parler, il faut bouger. Pour ça, transdomaine, transversalité. Les mathématiques, les sciences, la géologie, la cuisine, tout ça, c'est complètement imbriqué. Mais ce n'est pas propre à nous. Hein. Si vous allez, je pense que c'est les deux dames qui sont là, si vous allez à Aotearoa, la New-Zélande, les Maoris, vous allez à Wallis, vous allez juste à côté, là, à Futuna, vous allez dans le squat, juste là, derrière l'antenne. C'est comme ça qu'on apprend. Enfin, je ne sais pas, moi, c'est juste des remarques très, très simples. Hein. Nous, c'est comme ça qu'on a appris pendant 2000 ans. Et si on transpose ce modèle-là dans la nature, hein, parce que la nature, c'est un meilleur exemple. Si tu échoues à ton examen, tu meurs. Il n'y a pas de deuxième session. Comment on apprend? Par le jeu.
on joue. Tout se transmet par le jeu et puis par la communication, etc. Alors, moi, je n'ai pas de réponse toute faite là-dessus, mais c'est simplement des petits constats qui sont des constats empiriques. Mais je pense qu'il y a des grands professeurs ici, peut-être. Il y a Eddy là-haut, je vois. Lui, M. Wadrawan, peut-être il y a des gens qui ont beaucoup de réponses. Moi, je fais juste le constat à mon niveau, comment je transmets la culture kanak à mon fils. Moi, j'ai 3 garçons, 1 fille. Ben, c'est par la pratique. Par la pratique, mais jamais je vais l'enfermer dans une pièce avec ses cousins, avec ses frères pendant plus de 4 ans. Sinon, c'est fini, il casse tout. Oui. Voilà. Peut-être c'est plus sur la transversalité, peut-être c'est plus sur le fait de croiser les connaissances, le fait de toucher. Parce que nous, il y a un principe qu'on dit à Yengen. Je ne sais pas, les autres des îles Loyauté ou de la Grande Terre, ils diront autre chose, mais nous, on dit « do pays, do foin ». Tu dis quelque chose, puis il faut faire. Il faut faire, il faut l'expérimenter. Et c'est par l'expérimentation qu'on est capable de produire un nouveau discours, une culture hybride, une connaissance mélangée. C'est par le métissage des connaissances, c'est par le métissage de... Enfin, voilà, moi, je suis directeur de la culture kanak, voilà la couleur de ma peau. Je suis mélangé aussi. Mais parce que l'éducation, c'est ça. Et si la question, c'est de se dire... ça ne représente pas la culture kanak. Moi, j'ai dit oui, ça ne représente pas la culture kanak, mais c'est normal parce que ce n'est pas une école kanak. C'est une école calédonienne. Alors peut-être c'est sur ces modalités-là qu'il faut réfléchir, sur quel support, sur quelle place j'accorde à aller dehors. Nous, ici, là, on est tous des insulaires. On est tout le temps dehors. Tout le temps dehors. On rentre chez nous simplement soit pour aller en boîte ou pour aller dormir, c'est tout. Mais on est tout le temps dehors. Et l'école, c'est le seul dispositif qui nous enferme et puis qui nous dit surtout, tu ne sors pas parce qu'on va t'apprendre des trucs. Ben, je ne suis pas sûr que c'est pertinent, hein, mais bon, moi, je n'ai pas la prétention de connaître tout. Je pense que vous êtes peut-être plus qualifié que moi. Oui. Emmanuel, avant qu'on termine, donc le coprésident de l'OCS, Kabini, voudrait faire quelques commentaires à partir de ce que tu as dit dans ton intervention. Voilà. Kabini. Thank you. I suppose as the co-president of the society, as well as a Melanesian myself and a Pacific Islander, I will make a few comments. They are more comments of appreciation to my brother, one talk here, Emmanuel. The visitors in this room would say thank you so much for, I suppose, the cuttings of yam that you had offered to us. In some of our Pacific societies, the yams that are kept for planting are really the choice yams. They are the best ones. And in some of our Pacific societies, you can use an entire yam to replant, but you can also cut pieces of the best yams to plant them. And the wisdom that you had shared with us are like those precious cuttings of yams. In my own tribal Malaita Solomon Island setting, if you ask me how much money I earn, I can tell you. Or if you ask me how much my shirt costs, I can tell you. I can share my money with you because money is nothing. I can earn it today or earn it tomorrow. Whereas
if you ask me, certain knowledge that represent wisdom and insight, we don't share those as readily as we would if we shared money. Money you can earn today and lose it tomorrow, that's fine. Whereas wisdom that's expressed through certain insights are not readily shared. The generosity of heart you have demonstrated to us this afternoon in being so inviting to the world is something that I will remember for a long time. Thank you so much, my brother. As a group of people who have come across our wider Pacific and Oceania region to be with you this afternoon, we are so grateful for the generosity of heart that you have shown, for the courage, and indeed for the humility of heart. Some of us would have expected you to be angry in the way you deliver your speech, but you did not do so. In your talk story, as we say in Pidgin, you had been so sincere and courageous. You are a great, good leader for our people in New Caledonia. Thank you. Voilà, il m'appartient de conclure cette session. Voilà, je vais remercier notre invité Emmanuel Tshibao pour la qualité des propos tenus et la profondeur de la réflexion. J'aimerais également remercier l'ensemble des et remercier également l'ensemble des intervenants et puis la qualité également des questions posées qui ont contribué à prolonger la réflexion. Donc j'aimerais demander encore une fois d'applaudir notre invité. Merci.